ingénieur agronome et spécialiste en eau et assainissement. Alors, bienvenue à cette session où nous parlerons essentiellement des enjeux liés à l'eau en Afrique. Vous n'êtes pas sans savoir que l'eau est une ressource vitale partagée par tous. Et étant donné que déjà le 22 mars, c'est-à-dire hier, nous avons eu à commémorer la journée mondiale de l'eau, il est quand même de bon ton qu'à travers l'entremise de l'ONG AgroCristal, qu'on puisse revenir sur les questions liées à cette ressource-là pour l'Afrique, donc pour nous qui sommes africains. Alors, pour cette session, nous aurons à partager les expériences de Jean-Patrice Poirier, qui est un spécialiste pas des moindres. Alors, Jean-Patrice Poirier est consultant international en eau et en environnement. Il est ingénieur hydraulicien. Il a travaillé pendant plus de 20 ans comme directeur international chez un leader mondial de l'eau. La question des gouvernances de l'eau, de la tarification, des modèles économiques, du partage de cette ressource-là et du développement du partenariat public-privé sont les principaux centres d'intérêt de Jean-Patrick Poirier. Jean-Patrice Poirier est entre autres auteur d'un livre, L'eau, objectif du millénaire. Ce document a été édité aux éditions Autre Temps en 2012. Alors, je nous souhaite un bon moment de partage en compagnie de Jean-Patrice Poirier qui se chargera de nous partager ses expériences sur cette ressource vitale qu'est l'eau. Jean-Patrice Poirier, je te passe la parole pour nous entretenir sur l'eau, ses enjeux pour l'Afrique. Merci. Merci Patrick et José. Bonjour à tous. La présentation, en ce qui me concerne, ayant été faite, on passe directement à l'exposé. Alors, on va viser une petite demi-heure parce que l'important, c'est le débat qui va s'en suivre. La première chose que je souhaite vous dire sur le domaine de l'eau, c'est qu'il y a plusieurs angles de vue du sujet. Il y a une vue émotionnelle, une vue rationnelle et une vue politique. Et suivant le point de vue dans lequel on se place, on ne dit pas tout à fait la même chose. C'est une émotion parce que l'eau est essentielle à la vie, chacun le sait. Toutes les religions parlent de l'eau et l'eau peut provoquer la mort. Elle provoque d'ailleurs la mort, elle provoque des maladies. Donc, c'est une vision émotionnelle que l'on a. L'eau tombe du ciel, elle devrait être gratuite, etc. Mais on a aussi une vision rationnelle. Les scientifiques s'occupent du cycle de l'eau, les ingénieurs conçoivent les systèmes, les économistes font des calculs. On peut avoir une vision très froide et très rationnelle sur ce sujet. Et puis enfin, on a une vision politique qui est le seul à pouvoir réconcilier l'émotion et le rationnel. L'eau est un bien commun. Les décisions essentielles sont prises par les politiques, que ce soit sur les infrastructures ou sur les tarifs. Donc, la présentation que je vais vous faire, c'est surtout sur la gouvernance de l'eau, c'est surtout la vision politique. Il y a dans la salle des spécialistes de l'eau, on va se concentrer sur une vision politique. Alors, on va faire en trois parties. D'abord, regarder un petit peu la ressource et son utilisation. La deuxième partie, c'est l'accès à l'eau. Et le troisième point, c'est quels sont les grands enjeux pour l'Afrique. L'eau sur Terre, on va regarder ça très rapidement. L'eau sur Terre est très volumineuse, mais seulement 1% de cette eau est une eau douce liquide. Et donc, il y a assez peu d'eau accessible. Il y a beaucoup d'eau congelée et il y a beaucoup d'eau salée. Si on regarde bassin 1900, en rouge, vous avez l'évolution des prélèvements d'eau douce et en bleu, l'évolution de la population. Donc, on voit bien que plus le monde se développe, plus on a besoin d'eau. Et c'est un constat, hein, c'est pas une analyse, c'est un constat que plus le monde se développe, plus il faut d'eau par personne.
Donc, il ne faut pas retenir les chiffres, il faut simplement retenir que l'eau est essentielle au développement. Voilà. Alors, l'utilisation de la ressource, en moyenne dans le monde, l'agriculture utilise 70% des prélèvements. On peut rappeler qu'une terre irriguée a une production double d'une terre non irriguée, et il y a seulement 20% des terres irriguées dans le monde. L'industrie utilise 20%, l'usage domestique 10%. Alors, les pays développés, l'agriculture utilise moins d'eau parce que l'industrie en utilise beaucoup. Et en Afrique, je n'ai pas trouvé les chiffres exacts, mais l'agriculture serait à 85% de l'eau utilisée, l'industrie seulement 10% parce qu'il n'y a pas d'industrie en Afrique, et l'usage domestique 5% parce qu'il y a très peu de personnes qui ont l'eau à domicile. Alors, si on regarde, et sur cette carte en bleu, c'est les gens qui ont beaucoup d'eau, et en jaune foncé, c'est les gens qui n'en ont pas du tout. On trouve naturellement l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient au rang des pays qui sont en stress hydrique ou voire en pénurie. Et on voit bien sur cette carte qu'en dehors de l'Afrique du Nord et de l'Afrique australe, il y a l'Afrique de l'Ouest qui est assez bien pourvue et l'Afrique de l'Est qui est un peu moins bien pourvue. C'est une carte qui montre que 2 milliards de personnes sont sous stress hydrique dans le monde. Beaucoup d'entre elles sont en Afrique. Alors, l'accès à l'eau de l'ONU. Alors, quand on parle de l'accès à l'eau, il faut faire attention aux mots. C'est souvent l'eau de consommation, l'eau de boisson, l'eau de cuisson. Ce n'est pas l'accès à l'eau pour l'industrie, par exemple, quand l'ONU parle de l'accès à l'eau. Alors, le droit à l'eau est apparu il n'y a pas très longtemps. C'est une résolution de l'ONU du 28 juillet 2010 et elle dit quelque chose d'important. Le droit à l'eau consiste en un approvisionnement suffisant, physiquement accessible et à un coût abordable. Donc, il y a trois choses dans le droit à l'eau. Il y a l'accessibilité, physiquement accessible et un coût abordable. Il y a 17 agences de l'ONU qui s'occupent de l'eau, c'est beaucoup trop. Du coup, il y en a une UN Water qui les coordonne. Et les objectifs de développement durable parlent de l'eau et de l'assainissement. C'est le 6e objectif du développement durable. Et le droit à l'eau est abordé également par l'Union africaine. Alors, qui a accès à l'eau? Alors, sur cette carte, c'est marqué accès à l'eau potable. Ce n'est pas tout à fait exact. Ça doit être une traduction de l'anglais drinking water. Il s'agit bien de l'eau alimentaire. Elle ne veut pas dire être potable. Sur cette carte, il apparaît très clairement que, en dehors de l'Afrique du Nord et de l'Afrique australe, l'Afrique subsaharienne manque considérablement d'eau. C'est la partie du monde qui manque. Alors, plus c'est foncé, moins il y a d'accès à l'eau, et plus c'est bleu, plus il y a d'accès à l'eau. Donc, on voit bien que dans les pays développés, l'accès à l'eau est pratiquement systématique pour tout le monde. Alors, il y a un point de vue intéressant, c'est sur l'Afrique du Nord, qui est l'une des zones les plus arides du monde. Eh bien, l'accès à l'eau potable, l'accès à l'eau de boisson a été résolu. Donc, ces 2 milliards de personnes ne sont pas les mêmes que celles qui sont en stress hydrique. Alors, un petit mot sur l'assainissement, parce que c'est quand même important, mais ce n'est pas l'objet du débat aujourd'hui. Sur l'assainissement, on voit bien que c'est les mêmes zones qui sont en problème. L'accès à l'assainissement, c'est l'accès aux eaux sanitaires, l'accès à l'évacuation des déchets humains. Donc, on ne reparlera plus dans cette présentation d'assainissement. Alors, que veut dire l'accès à l'eau, en fait, si on regarde un peu plus dans le détail? Il faut que l'eau soit disponible à moins de 30 minutes. Avant, on disait 1 kilomètre, y compris temps d'attente. Donc, si vous avez de l'eau disponible à moins de 30 minutes, vous faites partie de ceux qui ont accès à l'eau. Seuls ceux qui sont à plus de 30 minutes ne sont pas considérés comme ayant accès à l'eau. Il faut que la quantité disponible soit de 20 à 50 litres par jour et par personne. Et il faut que la qualité soit de qualité améliorée. Alors ça, c'est très important. Ça ne veut pas dire eau potable. Si c'était l'eau potable sur les normes de l'OMS, il y aurait beaucoup de gens qui n'y auraient pas accès. Qualité améliorée, ça veut dire qu'elle est buvable sans attraper de maladies. C'est différent de l'accès en toute sécurité. Donc ça, ce sont les 3 critères pour définir qui a accès
pour définir le nombre de personnes qui ont accès à l'eau. Alors, si on regarde un peu plus, ces enfants, ils ont de l'eau de qualité non améliorée, et cette famille, elle va chercher de loin non seulement de l'eau de qualité non améliorée, mais elle est trop loin. Donc, ces gens-là n'ont pas accès à l'eau. Si on regarde ce qui se passe auprès de puits au Niger, ça c'est une photo du Niger, hein, c'est un puits non protégé, c'est-à-dire partagé manifestement avec des animaux, ou bien cet enfant qui boit de l'eau dans une surface d'eau non traitée, ces gens-là n'ont pas accès à l'eau. Alors, si on regarde maintenant, ça c'est une borne fontaine, les gens sont à moins de 30 minutes et l'eau est de qualité améliorée. Et ça, ce sont des gens qui ont l'eau à domicile, en toute sécurité. Ces gens-là, oui, ont accès à l'eau. Donc, l'accès à l'eau ne veut pas dire qu'on a l'eau chez soi, mais ça veut dire qu'elle est disponible de qualité améliorée à distance. Alors, cette distinction est très importante. Alors, on va regarder quelques enjeux. Il va de soi qu'il y a des enjeux sanitaires, des enjeux politiques et des enjeux économiques, et dans lesquels on pourrait considérer que le tarif est un enjeu économique. On va regarder progressivement ces enjeux. Alors là, je parle de l'Afrique subsaharienne. On a vu tout à l'heure que l'Afrique du Nord était dans une situation satisfaisante. 400 millions de personnes, c'est-à-dire 40% de la population, n'a pas accès à l'eau. Alors c'est une moyenne. En RDC, c'est 60%. Beaucoup de pays, Mali, Niger, Burkina Faso, c'est 50%. Le Bénin est en situation assez favorable, c'est environ 20% des gens qui n'ont pas accès à l'eau. Et en Côte d'Ivoire, il y a moins de 20% de gens qui n'ont pas accès à l'eau. C'est donc en Afrique subsaharienne un très gros problème. Si on regarde maintenant ceux qui ont de l'eau courante à domicile, en Afrique, il y a seulement 125 millions de personnes qui ont accès à l'eau à domicile. C'est très peu. Et donc, si on comptait au niveau mondial, si on considérait que l'accès à l'eau, c'est l'eau à domicile, la moitié de la population mondiale n'aurait pas accès à l'eau. On pourrait pas. Donc, on comprend quand on voit ce chiffre, ceux qui ont de l'eau courante à domicile, pourquoi les critères de l'ONU sont beaucoup plus modestes. Si on a de l'eau à moins d'1 kilomètre, eh bien, on considère qu'on a accès à l'eau. Mais si on voulait que tout le monde ait de l'eau à domicile, le travail est considérable qui est à faire. Et ces 125 millions, ça correspond à peu près au tiers de la population. Il est évident que ceux qui ont accès à l'eau à domicile, ce sont les grandes villes. Dans les grandes villes, il y a seulement 33% de la population urbaine qui a accès à l'eau au robinet. Il faut rappeler que 80% des maladies sont d'origine hydrique. Hein. Pasteur disait, nous buvons nos maladies. Donc une eau traitée, une eau non traitée, c'est un véritable enjeu sanitaire. Non seulement c'est un problème de confort, évidemment, quand on n'a pas accès à l'eau, c'est très compliqué d'aller la chercher loin, mais en plus, ça véhicule énormément de maladies. Et il y a 3000 enfants qui meurent chaque jour d'avoir bu de l'eau insalubre. Personne ne meurt de soif sauf dans le désert si vous êtes perdu. Personne ne meurt de soif, mais les gens meurent d'avoir bu de l'eau insalubre. Alors, ce sont des enjeux politiques. Hein, ces risques d'accès à l'eau vont augmenter pour cause de réchauffement climatique, on en parle suffisamment, et les risques sont bien connus. C'est donc des risques sanitaires vont augmenter pour cause de réchauffement climatique. Les populations réclament, il y a de plus en plus de gens qui protestent parce qu'ils n'ont pas accès à l'eau. Ça va devenir un vrai sujet politique. C'est un risque social et sanitaire. Trop de citoyens n'ont pas accès à l'eau, donc c'est social, c'est sanitaire, on vient de le voir, mais c'est aussi social, ça va finir par poser des problèmes. C'est un enjeu économique. $1 investi rapporte directement entre 5 et 7 dollars à la collectivité. Moins de maladies. Quand on a accès à l'eau, on a moins de maladies. On perd. Il y a beaucoup de temps qui est gagné pour éviter d'aller chercher de l'eau loin. Les industries peuvent se développer. L'agriculture, on l'a dit tout à l'heure, un champ
irrigué produit 2 fois plus, et puis il y a une croissance économique induite. Alors, c'est un chiffre qui paraît curieux, mais on se dit, mais alors, si c'est rentable, pourquoi ce n'est pas fait? Alors, si le secteur privé investit 1 dollar, il ne va pas récupérer ce secteur privé l'économie des maladies, l'économie, etc. Donc, c'est l'État qui peut faire ce calcul et c'est seulement l'État, ça prouve le rôle du politique. Le secteur privé ne peut pas rentabiliser ce dollar en récupérant les gains de temps. Donc, c'est vraiment un sujet politique pour le pays. Alors ça, excusez-moi, c'est démontré, hein, c'est la Banque mondiale qui l'a écrit, c'est entre 5 et 7 parce que suivant les calculs, on ne trouve pas la même chose, mais c'est une réalité. Le manque c'est un autre calcul de la Banque mondiale, hein, le manque d'infrastructures sanitaires on engendre des pertes estimées pour ce qu'on vient de dire, ils l'ont même chiffré à 28 milliards de dollars par an, 5% du produit intérieur brut. Le manque d'infrastructures sanitaires, c'est les maladies. Donc, si on ne traite pas l'eau, on envoie les gens à l'hôpital et ainsi de suite. Donc, ce sont des économies considérables si le sujet était résolu. Et puis, c'est la création d'emplois. Je suis très branché sur ce sujet. Euh, les emplois dans les services de distribution d'eau, dans la fabrication des équipements, dans les travaux, le potentiel de développement économique est considérable dans ce secteur. Alors, les enjeux tarifaires, la Banque mondiale a inventé une formule très intéressante et très pédagogique. La formule des 3T, donc 3T en anglais. Le principe des 3T, c'est que les tarifs doivent être acceptables. C'est-à-dire un tarif acceptable est lié à la capacité de paiement des populations. La Banque mondiale estime que le coût pour l'eau doit être inférieur à 3 ou quoi % des revenus familiaux, ce qui donne un tarif maximum applicable à la population. Et donc, ces tarifs économiques maximum pour la population ne permettent pas de financer les investissements. Donc, il faut trouver d'autres financements par le tarif. Et donc, c'est la formule des 3T dont je viens de vous parler qu'on va regarder un petit peu. Le premier T, c'est les tarifs. Donc, c'est le financement du tarif par les tarifs prélevés sur les consommateurs. C'est ce qu'on peut faire payer aux consommateurs. Dans les pays riches, les consommateurs amortissent les investissements. Dans les pays moins riches, plus pauvres, le tarif ne peut pas couvrir tous les coûts. Et donc, il faut aller chercher d'autres sources. Le deuxième T, c'est ce qu'on appelle en anglais un taxe. Alors, il ne faut pas confondre avec les taxes sur l'eau. Les taxes sur l'eau font partie des tarifs. Ce sont les impôts. En anglais, taxes, ce sont les impôts. Donc, le deuxième T, c'est impôts. C'est les impôts, c'est le financement par les impôts. C'est l'État qui subventionne l'eau sur les finances du pays. C'est les revenus du gouvernement. Il ne faut pas le confondre avec le mot taxe en français. Et le troisième T, ce sont les transferts, par exemple l'aide publique au développement. Ce sont les financements grâce à l'aide publique au développement d'une partie des investissements liés à l'eau. Donc, cette formule est très intéressante parce qu'elle montre que le tarif ne peut pas tout, que le gouvernement doit, par les impôts qu'il collecte, par les recettes fiscales, doit participer à ce financement et qu'il faut des transferts internationaux pour résoudre le problème. Alors, si on regarde les tarifs dans quelques pays de l'Afrique, on voit sur ce tableau, vous avez sur la gauche l'échelle des tarifs de 0 à 3 euros par mètre cube. Donc, on parle du tarif unitaire, on ne parle pas de la facture de l'eau. Ces chiffres sont issus d'une revue très intéressante, Global Water Intelligence de 2021. Régulièrement, ce Global WI, le Global Water Intelligence, fait une analyse très complète des tarifs au niveau du monde. Donc, on voit que les tarifs sont très variables entre l'Éthiopie qui fait 0,1 et l'Afrique du Sud qui fait 2 euros. On voit que les tarifs sont extrêmement variables d'un pays à l'autre. Et des pays comme l'Afrique de l'Ouest, dont vous êtes pratiquement tous issus, Côte d'Ivoire, Bénin,
se trouve dans une moyenne africaine à peu près raisonnable. Alors, si on regarde, bon, ces tarifs sont intéressants, ce sont des tarifs unitaires. Je répète, ce n'est pas la facture, la facture dépend du volume consommé. Là, on est dans les centres urbains, hein, puisque c'est ceux à qui on peut appliquer un tarif, c'est ceux qui ont accès à l'eau. Si on compare avec les PNB, j'ai indiqué les PNB dans le même ordre de pays que vous avez ici. Ah oui, alors, un petit mot, la notion de prix international de l'eau n'existe pas. C'est pas comme l'électricité. En électricité, il y a un prix international qui est lié, entre autres, au prix du pétrole. Et dans l'eau, il n'y a pas, ça n'existe pas, le prix international. C'est toujours local. Et puis, je fais une autre comparaison avec la France, c'est à peu près 4 dollars par mètre cube. Donc, on voit qu'on est très loin des tarifs des pays développés. Alors, si on regarde, ça, ce sont les PNB, les PIB par habitant dans le même, dans le même classement que le précédent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il est normal que l'Afrique du Sud ait des tarifs élevés puisque c'est ceux qui ont le Maroc aussi, il est normal qu'ils aient un tarif relativement élevé puisqu'ils ont un PNB. Et puis ici, il y a deux anomalies. La Côte d'Ivoire et le Nigeria devraient être plus par là compte tenu de leur, de leur, de leur PNB, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire et le Nigeria pourraient, en termes de capacité de paiement, avoir des tarifs plus élevés. Et puis il y a deux pays qui sont mal placés, c'est le Burkina et le Bénin. Cela devrait avoir des tarifs plus bas. Ça veut dire que le Bénin et le Burkina ils ont le courage d'appliquer des tarifs relativement élevés alors que leur PNB est assez bas. Donc, il faut toujours comparer un tarif à la capacité de paiement des, des, des habitants. Alors, piste de solution sur les financements. Il faudrait que les investissements africains soient plus nombreux. Hein. Il n'y a pas assez de grosses entreprises africaines qui investissent dans ce domaine-là. Les investissements directs de l'étranger, il faudrait favoriser les PPP sur l'eau et l'assainissement. Et pour attirer les investisseurs, il faut leur donner des conditions plus favorables. L'APD, l'aide publique au développement, 23%, environ au niveau mondial, 23% de l'APD consacrée à l'eau et l'assainissement. Et pour 23% de l'aide, pardon, 23%, c'est différent, 23% de l'aide mondiale consacrée au développement va à l'Afrique subsaharienne et 12% à l'Afrique du Nord. C'est donc pas suffisamment. On a vu tout à l'heure sur les cartes que c'est le continent qui a le plus besoin d'investissement et seulement 23% de cet APD consacré à l'investissement va à l'Afrique subsaharienne. On peut rappeler qu'en 2023, l'aide publique au développement est de 180 milliards d'euros, dont 40 à 50 OH, c'est-à-dire eau, assainissement et hygiène. Il y a donc deux choses à faire. Il faudrait, au niveau mondial, augmenter la part consacrée à l'eau et l'assainissement et augmenter la part consacrée à l'Afrique en particulier. Et ça, c'est du lobbying politique. L'Union africaine s'occupe de cela, mais je trouve que l'Union africaine, j'ai regardé les documents, il y a 13 comités qui sont spécialisés, etc. Je trouve que l'Union africaine ne met pas assez l'accent sur l'eau et l'assainissement. Alors, en Afrique de l'Ouest, qui concerne un peu les participants, il y a un programme politique des ressources en eau en Afrique de l'Ouest qui date de 2008. Donc, l'Afrique de l'Ouest se préoccupe quand même. Alors, les pistes de solutions techniques, elles sont connues. Hein, il y a pas mal de techniciens chez vous. C'est des forages en ruralité. En ruralité, on ne peut pas mettre des systèmes d'eau potable complexes. Faut faire des forages, chacun le sait, et des bornes fontaines pour que les gens ne soient pas trop loin de la borne fontaine et aient accès à l'eau. C'est pas très compliqué non plus de faire des forages, mais il faut des moyens. Les villes moyennes, il faut des systèmes locaux de traitement d'eau simplifiés. Si on veut faire dans les villes moyennes des systèmes très performants, on n'y arrivera pas. Il faut faire des systèmes plus simples. Les grandes villes, on a vu tout à l'heure que 30% des habitants des grandes villes seulement avaient accès à l'eau courante.
alors que dans les grandes villes, l'extension des systèmes urbains existants pourrait permettre d'augmenter ce pourcentage. Là, les extensions de systèmes existants, c'est pas non plus très compliqué, c'est évidemment coûteux. Les barrages sont un gros potentiel. En Afrique, il y a énormément de barrages, de fleuves euh, qui ne sont pas équipés de barrages. Alors, les grands barrages posent des gros problèmes environnementaux et d'acceptation de la population, mais c'est nécessaire et le potentiel est énorme en Afrique. Et puis, l'égrégation agricole, euh, le chiffre est très, très surprenant. Seulement 3% des terres africaines sont irriguées. C'est 20% des terres irriguées au niveau mondial. Alors, le rôle du secteur privé est important. Le secteur privé apporte ses savoir-faire, apporte des investissements. Ils sont encouragés par la Banque mondiale et par la Banque africaine de développement. Alors, si on prend l'exemple du Niger, au Niger, il y a une société d'exploitation des eaux du Niger qui est une société privée qui gère le service public de l'eau potable. Donc, elle encaisse les recettes et elle verse un loyer à une société de patrimoine. Mais elle ne dessert que 4 millions de personnes parce que les systèmes d'eau, c'est évidemment dans les zones urbaines. 4 millions de personnes, c'est très peu sur les 25 millions d'habitants. Les autres, on doit aller chercher auprès d'eau, auprès de forages, de rivières, etc. Et donc, la Seine verse à une société de patrimoine qui appartient à l'État, qui réalise des investissements. Si on regarde la Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, vous avez une société privée, Ranov, qui est issue d'une société française, mais qui est de plus en plus africaine et qui agit en Côte d'Ivoire, au Sénégal et dans d'autres pays. Donc le secteur privé est assez faiblement représenté en Afrique, mais il existe quand même. Je ne parle pas du Gabon, qui est un pays qui a beaucoup d'argent et qui effectivement a aussi un secteur privé. Alors tout ça, ce ne sont pas des très bonnes nouvelles, mais il y a quand même des réussites. La Côte d'Ivoire a résolu son problème. Elle a fait un programme Eau pour tous. Donc, on voit bien que le rôle du politique est énorme. Hein. Le gouvernement a garanti l'accès à l'eau potable pour tous en 2030. Vous vous rendez compte par rapport à une moyenne de 40% qui n'ont pas d'eau. Là, ils veulent passer à 0% qui n'ont pas d'accès à l'eau. Aujourd'hui, la population qui a accès à l'eau est de 82%, y compris la ruralité. Ils ont mis beaucoup d'investissements. Hein, c'est le rôle du politique, c'est de financer parce que le tarif ne peut pas tout. Et le pilotage du projet, il y a un pilote dans l'avion. C'est donc une belle organisation de la Côte d'Ivoire. Le cas du Bénin, j'ai regardé quand même brièvement parce que vous êtes du Bénin. C'est un pays aussi qui a résolu son problème, enfin, qui est en train de résoudre son problème. 78% de la population a accès à l'eau de qualité améliorée, hein, c'est pas l'eau potable, bien sûr. Et ils ont obtenu le financement d'IDA, qui est une branche de la Banque mondiale pour les pays pauvres, de 250 millions pour les zones rurales et 3 millions de personnes. Et il y a une société nationale. Donc, la société nationale, c'est évidemment la distribution d'eau en milieu urbain et périurbain. Ce n'est pas la distribution à l'eau de ceux qui ne sont pas branchés au réseau. Malgré ces points positifs, au Bénin, 9 enfants continuent de mourir chaque jour pour avoir ingurgité de l'eau potable, de l'eau insalubre. Donc, beaucoup reste à faire, même dans les pays où ça ne marche pas trop mal. Donc, pour terminer ma présentation, l'eau ne manque pas en Afrique, mais elle est très mal répartie. Hein. Il y a des pays où il n'y a pas beaucoup d'eau, des pays où il y a énormément d'eau, comme la République démocratique du Congo. Et curieusement, le pays qui a le plus d'eau, la RDC, est celui où lequel la distribution d'eau de qualité améliorée est la moins élevée. C'est-à-dire que l'eau est là, mais elle n'est pas buvable. L'eau relève d'une problématique locale, on l'a dit plusieurs fois. C'est impossible de résoudre globalement un problème. Même dans un pays, les zones sont différentes, donc il faut toujours aller chercher des solutions locales, mais avoir une vision globale. Hein, la vision doit être globale et la solution doit être locale. La réglementation a un rôle important, il doit être homogène. Une définition de l'eau potable trop sévère fait que les gens n'auront pas accès à l'eau potable. Il ne faut pas être trop sévère
Moi, j'ai connu des pays d'Europe de l'Est où la réglementation était tellement sévère que personne ne la respectait. Donc, une réglementation trop sévère ne sert à rien, ne sert pas à grand-chose, mais elle doit être homogène et elle doit euh, éviter deux choses, éviter la pollution et attirer le secteur privé. Et puis enfin, il faut rappeler que l'accès à l'eau étant un droit fondamental, il y a une gouvernance mondiale qui est nécessaire et le rôle de l'APD, l'aide publique au développement, doit être renforcé sur le domaine de l'eau. Voilà, j'ai terminé mon exposé. Donc, ce qui est intéressant maintenant, c'est de passer, j'arrête le partage, c'est de passer au débat, cher Patrick. OK, allez, merci, cher Jean-Patrice. Merci pour ces précieuses informations. Ce sont des informations qui nous instruisent un peu plus sur les enjeux de l'eau en Afrique et ce sont également des informations qui nous confortent dans notre position selon laquelle l'eau est un droit fondamental. Alors, avant de laisser nos différents participants pour te poser leurs différentes questions, je souhaiterais quand même qu'on présente l'organisation par laquelle nous tenons ce webinaire. Je veux parler de l'ONG Agro Cristal, dont le représentant est avec nous, Monsieur José Hébert Roloudé, qui se chargera de présenter l'ONG avant qu'on ne évolue sur les différentes questions. Monsieur José. Merci Patrick. Avant tout, je voudrais remercier Jean-Patrice aussi pour son excellente présentation et merci aussi aux participants qui ont pu nous rejoindre pour ces échanges. Cristal Agro-Bénin est une organisation non gouvernementale basée au Bénin. C'est bon? OK. Donc, nous avons notre siège social à Bomey-Calavi et nous intervenons prioritairement sur les enjeux de développement durable avec un focus particulier sur le milieu rural. Et nous avons aujourd'hui une cinquantaine de volontaires engagés avec nous, dont certains sont dans cette salle et nous faisons beaucoup des actions de sensibilisation, surtout en milieu universitaire, mais aussi dans les zones les plus reculées. Et les questions sociales constituent l'une de nos priorités. Et c'est pour ça, justement, qu'on essaie d'entretenir souvent les jeunes sur l'entrepreneuriat, sur comment est-ce qu'il faut pouvoir se lancer, s'auto-financer pour démarrer des activités, par exemple, euh, prioritairement dans l'agriculture, mais aussi dans les autres secteurs économiques. On parlera bien sûr des types d'entrepreneuriat qui sont possibles dans l'eau. Jean-Patrice, on pourra en discuter parce que cela constitue aussi un enjeu économique. En fait, la genèse de l'organisation remonte à une entreprise qui a été instituée et mise en place depuis 2018 et je fais partie du coup des cofondateurs de cette entreprise et on s'est dit à un moment qu'il faudrait que nous puissions porter une vocation sociale. Et donc, c'est ce qui nous a drivé, motivé à lancer cette organisation qui a donc justement ce volet non lucratif et qui nous permet d'aller auprès des communautés et de passer un certain nombre de messages. Pour aller plus loin et pour ne pas justement prendre plus de temps, je vous ai laissé quelques liens dans le chat pour pouvoir justement découvrir le site Internet de l'organisation ainsi que les différents réseaux sociaux. Merci pour l'attention du coup. Et Patrick, je vais te relancer et te redonner la parole en tant que modérateur. Et je pense qu'il y a des questions déjà dans le chat que on peut Exactement. commencer par la suite si parmi les participants, d'autres souhaitent prendre la parole. On va vous activer et la caméra et le micro parce que c'est diffusé pour qu'on puisse vous voir aussi. Merci. OK, allez, merci, cher José, pour ta présentation, pour la présentation de l'ONG. Cher Jean-Patrice, il y a une première question dans le chat. Il y a Monsieur Adegbola qui a demandé comment est-ce qu'on peut juger de la qualité de l'eau d'un forage. Il a argumenté en précisant qu'avec les forages dans les zones rurales, est-ce que la population a accès à une eau de qualité améliorée? C'est la première question de M. Adegbola.
Bon, je vous ai indiqué que j'étais pas un technicien de l'eau, mais la réponse est possible pour moi. Euh, on a dit tout à l'heure qu'il ne s'agit pas d'eau potable, c'est-à-dire qui répond à des normes précises de l'OMS, par exemple. Mais l'eau des forages est largement supérieure à l'eau des rivières parce que le sol filtre l'eau. Donc, ce qu'on vérifie principalement, c'est qu'il n'y a pas de matière fécale, des coliformes, etc., et qu'il n'y a pas de, 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 de bactéries ou de microbes qui poseraient des problèmes. Donc ça, ce sont des analyses assez simples. Il faut faire des échantillons, les porter à la pharmacie la plus proche, et on décide. Enfin, les autorités, c'est pas le plus, c'est pas n'importe qui. Les autorités décident qu'elle est consommable, qu'elle est buvable, qu'elle est de qualité améliorée, et à ce moment-là, elle entre. Si le forage contient des métaux lourds, ça c'est arrivé en, en Bangladesh, c'est des métaux lourds, si contient des coliformes, elle n'est pas de qualité améliorée, elle n'est pas buvable. Donc il faut s'adresser aux spécialistes qui ont des normes précises et la pharmacie, elle va vous dire si oui ou non elle est buvable. Et généralement, quand on fait un forage, c'est pour avoir de l'eau de qualité améliorée. Je ne vous entends pas, Patrick. Alors, merci Jean-Patrice pour ta réponse. Je pense que M. Adegbola est satisfait par rapport à la question qu'il a posée. Nous invitons les différents participants à interagir et à poser leurs différentes questions à Jean-Patrice qui est là pour nous apporter des approches de réponses et de solutions. Je rappelle que pour intervenir... Oui, Patrice. Oui, bonjour Jean-Patrice, bonjour messieurs, bonjour mesdames aussi, bien sûr qu'ils sont là. Nous nous connaissons, Jean-Patrice et moi, parce qu'on a sévi dans le même groupe pendant presque un quart de siècle, disons cela comme ça. Et je voudrais vous poser une question, Jean-Patrice. En fait, vous avez éludé, vous avez simplement passé en surface la question des priorités politiques et des politiques publiques. Vous avez donné des exemples d'ailleurs dans lesquels à chaque fois on voit que c'est parce que l'État a placé en priorité l'accès à l'eau dans sa colonne vertébrale de budget public annuel renouvelé que effectivement les taux que vous nous avez montrés, qui sont quand même très impressionnants en Côte d'Ivoire, mais je sais que c'est la même chose au Maroc, voire un peu plus, puisqu'on est à plus de 92% au Maroc de mémoire. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette question justement de la primauté en fait de la volonté politique sur l'établissement des budgets et ensuite le reste, ce sont des solutions vraiment techniques sur lesquelles les opérateurs les opérateurs des ONG d'ailleurs sont extrêmement efficients, efficaces. Oui, merci de me donner l'occasion de préciser ça. J'ai peut-être pas assez insisté, mais dès la première slide, j'ai montré que le politique avait le plus grand rôle dans ce sujet et j'ai indiqué que ma présentation allait être surtout sur le politique. Malgré tout, il faut quand même citer quelques chiffres pour voir l'ampleur du problème et donc une partie de ma présentation on a toujours trop de chiffres. Hein. C'est impressionnant la façon dont la Banque mondiale et l'ONU nous fatiguent avec des études tellement nombreuses qu'on s'y perd, quoi. Donc j'ai essayé d'extraire de toutes ces données quelques éléments flash qui montrent, mais il faut quand même un petit peu regarder les chiffres, c'est toujours casse-pied, mais il faut un petit peu. Donc c'est vrai qu'une partie de ma présentation donne ça, mais j'ai quand même terminé en disant que le rôle, j'ai peut-être pas assez insisté, vous avez raison. J'ai quand même, et je suis complètement d'accord avec vous que le politique est primordial dans ce sujet. Sans une vision globale du sujet, dans un pays, on ne peut pas s'en sortir. Et on voit, à travers les deux exemples que j'ai donnés, bon, j'ai plutôt donné des exemples de l'Afrique subsaharienne. Effectivement, le Maroc a très bien réussi, très très bien réussi son sujet de l'eau. D'ailleurs, l'Afrique du Nord a plutôt assez bien réussi l'accès à l'eau. On l'a vu sur la carte. Et j'aurais peut-être dû un peu plus insister, je le fais maintenant que vous posez la question, sur le rôle primordial du politique. On a besoin du politique pour donner la vision et on a besoin des techniciens pour la mettre en œuvre.
Mais d'abord le politique, oui, je suis d'accord avec vous. Merci. Je vois que Merci, Nana a levé la main. merci Jean-Patrice. Nana Mazonzo, vous pouvez intervenir. Et allô, bonjour. On pourrait voir la vidéo. Allô, bonjour à tous. Bonjour Nana, Oui, est-ce que c'est bonjour, possible d'activer Nana. votre vidéo? Pardon? Est-ce que vous pouvez activer votre vidéo? Parfait. Oui, C'est très allô? bien. Oui, on vous écoute. Oui. Et merci beaucoup pour la parole. Je salue tout le monde et je remercie les organisateurs. En tout cas, j'ai vraiment voulu participer vraiment à ces webinaires. Et je réponds au nom de Nana Manzonzo. Je suis experte, je travaille dans le domaine de ressources en eau dans mon pays. Je m'excuse. Dans mon pays, vraiment, je ne savais même pas que c'était déjà l'heure. Je m'excuse, je ne suis pas encore vraiment prête, mais toutefois, je pourrais quand même intervenir par rapport à la présentation que je venais de suivre. Je ne sais pas, j'ai intervenu un peu en retard. J'ai intervenu un peu en retard et je suivis un peu en retard. L'orateur a parlé de la politique, mais ce qui m'a beaucoup plus intéressé, c'est la dernière partie. Quand il a parlé, il a dit que l'Afrique ne manque pas de l'eau, mais elle est mal répartie. Il y a des pays où nous trouvons qu'ils ont une grande quantité et d'autres qui n'en ont pas. Il a donné l'exemple de la RDC, qui a beaucoup de l'eau. Alors, par rapport à ça, je voulais donner une petite réflexion par rapport à ça. Et je voulais dire ceci. Moi, je pense que la RDC a beaucoup de l'eau. Grande quantité, grande masse, disons. Mais si nous regardons démographiquement, la RDC bientôt va vivre aussi un problème de manque d'eau crucial. Parce que nous disons toujours que nous avons beaucoup d'eau, mais nous ne tenons pas compte que la population augmente du jour au jour. Et vu le nombre d'habitants, si nous pouvons nous dire quelle est notre quantité que nous avons maintenant, et la quantité là est répartie dans combien d'habitants dans notre pays. Donc, c'est ça qui constitue le problème majeur. Et il y a aussi le problème de la pollution sur la qualité de l'eau qui nous fait défaut dans notre pays. Moi, je pense que la Banque mondiale peut nous aider dans ce sens-là, à investir plus dans les projets WASH dans notre pays pour nous aider à lutter ou à éviter déjà ou à réduire déjà ces fléaux que bientôt mon pays risque de vivre. Bientôt là dans mon pays, même si nous pouvons dire qu'il y a l'eau dans mon pays, mais bientôt nous allons vivre une demande qui sera tellement élevée et que nous ne saurons pas donner de l'eau à la population. Et surtout, je dis, quelle qualité de l'eau que nous allons donner à la population en regard de tout ce qui est pollution dans mon pays. Donc, c'est ça la réflexion que je voulais partager ensemble avec les experts. Merci beaucoup. Alors, merci Nana pour ton intervention. Jean-Patrice, je ne sais pas si tu as un avis. Alors, cette dame a raison. On a vu sur les cartes, elle a dit qu'elle avait pris en route, elle n'a peut-être pas vu les cartes que j'ai montrées, mais on a vu sur les cartes très clairement que, par exemple, l'Afrique du Nord était en pénurie d'eau et que l'accès à l'eau était très satisfaisant. C'est parce que les politiques ont décidé que c'était un élément essentiel et même si elle est difficile à trouver, l'eau, on la trouve et on la distribue. Et on a vu aussi qu'en RDC, c'est l'inverse. L'eau est très disponible et madame, la RDC peut encore doubler du nombre d'habitants. Il y aura encore en RDC
suffisamment d'eau pour chacun. Donc, la difficulté dans RDC, c'est que c'est de l'eau de surface, hein, c'est pas de l'eau de forage, et que l'eau de surface est considérablement polluée par diverses choses, en particulier par les animaux, et qu'à partir de là, il faut la traiter, et les unités de traitement coûtent cher, et à partir du moment où les unités de traitement coûtent cher, ben, les gens boivent de l'eau insalubre, et seulement la moitié de la population RDC a accès à l'eau. Et donc, c'est lié, ce qu'on a dit, ce que vous avez répété, c'est lié à des politiques publiques et c'est lié à des financements. Et dans les financements, j'ai dit exactement ce que vous venez de dire, qu'il faut que l'APD, l'aide publique au développement, soit développée dans le secteur de l'eau. Donc, en gros, je suis d'accord avec vous, madame. OK, allez, merci Jean-Patrice pour ta réponse. Je crois qu'à la suite de Nana, il y a monsieur Adé qui avait levé la main. Monsieur Joseph, vous pouvez m'aider. Il y avait quelqu'un qui avait levé la main. En attendant, du coup, en attendant que Adé ne puisse poser son interrogation éventuellement, merci à Nana aussi, hein, depuis la RDC. Parfois, il y a beaucoup d'enjeux liés à la connectivité Internet et elle a quand même pu aborder des points qui me semblent essentiels. Et du coup, on se rend compte, comme Jean-Patrice a présenté, qu'il y a une certaine disparité dans la distribution et des spécificités de chaque pays. Et on allait plus creuser pour connaître le cas du Bénin parce que effectivement la question a été posée au début de savoir est-ce que l'eau du forage est potable ou pas. La question est vaste parce qu'il y a beaucoup plus d'enjeux aussi sanitaires qui sont liés à la consommation de la qualité de l'eau et que les gens buvent, surtout dans les milieux reculés du Bénin où l'insalubrité finit par se retrouver dans les ressources hydriques aussi. Et du coup, au-delà d'interpeller le secteur public, moi, je me demande, Jean-Patrice, est-ce que c'est possible que, vu qu'on a dit qu'il y a un enjeu économique aussi de l'eau, est-ce que le secteur privé a une place à se faire dans l'eau? Et justement, on a la chance d'avoir des experts comme Patrick qui est là et ce serait intéressant qu'on aborde ce sujet-là, de savoir quelle est la place du secteur privé dans la mobilisation ou sinon la distribution des ressources hydriques en Afrique. Merci. Alors, je vais essayer de faire une réponse pas trop longue. C'était mon métier pendant 20 ans, donc je pourrais en parler des heures. Donc, je vais essayer de faire une réponse assez courte. Quand j'étais responsable pour faire des offres, en dehors de la France, j'ai toujours été à l'international, la première chose que je voulais regarder personnellement, c'était la capacité de paiement des citoyens. Et le secteur privé doit toujours partir de là. Je connais un exemple en Amérique latine où le secteur privé avait accepté les conditions d'appel d'offres des autorités et ces conditions, le nombre d'investissements prévus faisait que le tarif était très élevé. Donc le secteur privé a dit au gouvernement, attention, votre appel d'offres, il donne un tarif très élevé. Mécaniquement, il faut qu'on amortisse. Ils ont dit, c'est pas grave. Et donc, ils ont gagné, ils ont appliqué les tarifs et la population s'est rebellée. Et le contrat a dû être cassé. Donc, la première chose qu'il faut faire, le secteur privé doit regarder quelle est la capacité de paiement des... Et à partir de cette capacité de paiement, ils doivent regarder les investissements qu'ils peuvent faire. Et ils doivent le dire. Ils doivent le dire. Ils doivent dire, avec ce tarif-là, voilà ce que je peux investir. Et comme ça ne suffit pas, il faut que le secteur privé se renseigne qui va financer le reste. Et donc, le secteur privé a un rôle dans l'efficacité. Le secteur privé gère souvent de façon plus efficace que le secteur public, c'est comme ça, c'est pas une critique. C'est les mêmes ingénieurs, mais ils ne travaillent pas dans les mêmes conditions. Le secteur privé donc, améliore l'efficacité, apporte des solutions techniques et technologiques, et puis investit. Mais il doit investir ce que le tarif permet.
Et donc, il faut toujours rechercher quelles sont les autres sources de financement. Donc, le secteur privé a un rôle important. On a vu tout à l'heure dans l'exemple de la SEN, de la Société des eaux d'exploitation du Niger, que la société faisait les petits investissements et qu'il versait un loyer, ce que le tarif permet, à une autre société de patrimoine, et le société de patrimoine faisait les investissements avec le loyer et avec d'autres sources d'investissement. Donc, il faut que le secteur privé, il y ait un partage des investissements, ce que peut faire le secteur privé, ce qui est nécessaire à faire par d'autres, des banques ou le gouvernement. Donc oui, le secteur privé a un grand rôle à jouer dans l'amélioration de l'efficacité, dans l'amélioration de la qualité de l'eau et dans l'amélioration des investissements, mais pas tous les investissements. Le secteur privé, José, pourrait presque faire l'objet d'un séminaire entier consacré à cela. Tellement il y a de choses à dire. D'accord, merci beaucoup. Et effectivement, je suis intéressé, voilà, de savoir quelle est la vie du modérateur, s'il va changer de rôle, ne serait-ce qu'une minute. À la suite de Jean-Patrice, je complète en disant que, pour reprendre le cas du Bénin par exemple, le cas du Bénin s'apparente un peu à ce qui se fait en Côte d'Ivoire, d'accord? Où actuellement, surtout pour ce qui concerne la gestion de l'eau en milieu rural, cette gestion-là est confiée à ce jour à trois grands groupes, dont Eranov qui intervient déjà en Côte d'Ivoire. Et ces compagnies se chargent de la distribution de l'eau en milieu rural. Alors, pour revenir sur l'aspect coût, et pour être même plus précis, je pense que le mètre cube, aujourd'hui, pour ce qui concerne la fourniture de l'eau en milieu rural, ce coût est fixé par l'État central, donc par l'État. Je crois que le mètre cube se vend actuellement à 580 francs et la bassine, la petite bassine de 25 litres pour être au niveau des ménages autour de 50 francs. Et la question de coût revient toujours parce que même à ce montant, à ce tarif, on se pose toujours la question de savoir si les ménages dans le milieu rural peuvent toujours avoir accès à cette ressource-là, parce que nous ne sommes pas sans savoir que les conditions en milieu rural comparées aux conditions en milieu urbain, péri, ne sont pas souvent les mêmes. Quand bien même, pour revenir en zone urbaine, la gestion de l'eau est confiée à la société d'État, qui est la Société nationale des eaux du Bénin. Alors, ça reste un questionnement de tout le temps et je fais mien la préoccupation de Jean-Patrice, comme quoi le sujet de l'intervention du secteur privé dans l'eau reste un sujet de tout le temps, de tous les temps, et même des symposiums ne suffiront pas pour éplucher concrètement et définitivement la question pour qu'à la fin, les populations qui sont les personnes directement concernées puissent avoir accès à une eau sûre, saine et potable. Merci beaucoup, Patrick. Et donc, du coup, on redonne la parole parce que c'est le temps des échanges. Si parmi les participants, il y a encore des personnes qui souhaitent poser des questions, partager un avis, un feedback, partager aussi des statistiques, parce que Jean-Patrice a dit, il y a beaucoup de statistiques, on s'y perd. Donc, voilà, n'hésitez surtout pas à lever la main, on vous donne la parole. Oui, Jean-Patrice. Je voudrais ajouter un point sur le sujet qu'on vient d'aborder. L'eau est un bien commun. C'est-à-dire qu'il appartient à tout le monde. L'eau appartient à tout le monde. Il devient bien public quand il commence à entrer dans les tuyaux et dans les usines. S'il est géré par le secteur privé, l'eau reste publique, elle ne devient pas privée. Donc ça, je ne l'avais pas dit, mais c'est très important. Quand le secteur privé gère l'eau,
c'est sous une délégation publique. C'est la première précision que je voulais apporter. Et puis la deuxième précision que je voulais apporter, je ne l'ai pas fait dans ma présentation parce que je voulais qu'elle soit courte, mais je vais le faire maintenant. Il faut que l'eau soit abordable, le prix de l'eau soit abordable. Se pose la question de savoir pour qui. Et donc, en France, par exemple, le prix de l'eau doit amortir tous les coûts. Hein, c'est le consommateur qui paye tous les coûts. Et comme du coup, l'eau est relativement chère, on a inventé un tarif social, c'est-à-dire que l'État aide les familles les plus modestes. Il y a 10% de la population française qui en bénéficie. Elle se fait rembourser une partie de l'eau. Elle paye l'eau comme tout le monde doit payer, que ce soit une société publique ou une société privée. Elle paye l'eau distribuée et elle reçoit une aide, comme on reçoit une aide au logement, comme on reçoit une aide pour une bourse des étudiants. Les familles reçoivent une aide pour l'eau, mais tout le monde doit payer l'eau et doit la payer au coût qui revient. Donc, quand on parle de tarif acceptable, il y a plusieurs façons de le résoudre. Hein. Il y a ne pas faire un tarif trop élevé ou faire un tarif un peu plus élevé et aider, je voulais ajouter ça, et aider les populations les plus démunies. Voilà les deux précisions que je souhaitais apporter. Oui, oui, monsieur Technos Pacat, nous vous écoutons. Ok. Je dis bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour à l'orateur Jean-Patrick. Bonjour. Je me présente, c'est M. Jacques Alla. Je suis nutritionniste et technologue agroalimentaire. Je suis membre volontaire de Cristal Bénin, Agro Bénin. La question de l'eau est cruciale dans le sens où l'agriculture prend un coup fort dans la question de l'eau aujourd'hui. Si moi je prends le volet agricole, c'est parce que nous constatons aujourd'hui que l'eau ne suffit pas les agronomes et à cause des problèmes environnementaux, c'est-à-dire les aléas climatiques, les agriculteurs n'arrivent pas à s'en sortir comme ça sur toi. Du coup, ma question est celle-ci. Comment gérer l'eau dans la saison pluviale? Parce que dans la saison pluvieuse, nous avons l'eau en grande quantité et nous souffrons dans la saison. Ma question, c'est comment gérer pluvieuse? Autre chose, l'eau souterraine, c'est-à-dire l'eau qui est sous la terre. Comment nous allons faire pour que les milieux qui ne disposent pas aujourd'hui de l'eau puissent en avoir dans les années à venir? Parce que moi, je suis dans le nord du Bénin. Nous constatons que dans les villages, ce que nos familles endurent, c'est énorme. Et quel projet mettre en place? Quelle politique mettre en place pour que l'eau puisse atteindre ces milieux ruraux? Je m'en arrête là. Merci. Oui. Et merci pour votre intervention. Il y a plusieurs aspects dans votre questionnement. Donc, je vais peut-être pas répondre dans le même ordre que vous. Le meilleur réservoir d'eau, c'est le sol. La meilleure source d'eau, c'est l'eau souterraine. Donc, le meilleur système, ce sont les forages. Pourquoi? Ben, on le sait tous, hein, de façon plus ou moins précise. L'eau en sous-sol, elle est filtrée, elle est donc beaucoup plus facile à traiter que l'eau de rivière, qui est beaucoup plus polluée. Et puis, en fonction des saisons, le niveau de la nappe phréatique bouge et donc on résout mieux, on régule mieux le problème de la saisonnalité. Et donc ça, c'est la première réponse. Quand les forages sont possibles, le meilleur réservoir, c'est le sous-sol.
lorsque les forages sont trop profonds ou qu'il n'y a pas de possibilité de forage, il faut faire des bassines, ce qu'on appelle des bassines, qui sont très critiquées d'ailleurs pour les pays développés. Faut fabriquer sur les rivières des réservoirs. Alors c'est coûteux, c'est des grands terrassements et c'est le seul moyen de remplir ces réservoirs en saison des pluies et de l'utiliser. Et donc là, il faut un traitement parce que l'eau de surface se pollue, ne serait-ce que par les fientes d'oiseaux et les animaux qui viennent y boire. Donc, créer des réservoirs, c'est bien, mais ça veut dire un traitement derrière. Et puis, pour le reste, ce sont des solutions locales qu'on ne peut pas généraliser. Et ça dépend de l'endroit où vous êtes et des solutions locales que vous pouvez trouver. Et puis, il y a des endroits où on ne peut pas réguler. Hein. Dans le désert, dans la saison sèche, il n'y a pas d'eau. Et il y a des endroits où on ne peut pas. Mais encore une fois, euh, ce sont des sujets d'investissement. Qui investit avec quel argent, hein? Et après, on trouve des solutions techniques. Donc, je ne sais pas répondre dans le détail à votre questionnement. Votre question dépend trop de la situation locale. Bon, j'ai l'impression que la personne qui a posé la question n'est plus en ligne. Oui, merci Jean-Patrice. Oui, peut-être que Jacques a un souci de connexion Internet, c'est normal. Comme il a dit, il est dans voilà, Oui. la zone nord du Bénin et puis c'est inhérent, c'est même pas propre au Bénin, hein, c'est dans presque tous les pays en Afrique. Quand on est en ruralité, c'est compliqué Bien d'accéder sûr. à Internet. Du coup, moi, je vais plutôt demander aux participants s'ils ont d'autres avis, d'autres compléments. Et je rappelle à ceux qui nous ont rejoints que Faisal Avro Bénin, on a partagé les différents liens dans le chat. Donc, vous pouvez retrouver le site Internet de l'organisation et les différents réseaux sociaux. Ce webinaire est enregistré et sera aussi disponible sur nos différentes plateformes si vous souhaitez resuivre éventuellement. Euh, Jean-Patrice, la question qui se pose toujours, c'est comment est-ce qu'il faut stocker. C'est vrai qu'on ne pourra pas euh, pouvoir trouver les réponses ou toutes les réponses, mais est-ce qu'on peut continuer les réflexions, c'est-à-dire qu'il y a des périodes pluvieuses normalement où il y a une abondance, parce que pour le contexte agricole, c'est important. Sans eau, on n'a pas d'agriculture. Et du coup, comment est-ce que tu peux donner, par exemple, des exemples de pays qui ont pu trouver des modèles de stockage efficaces pour pouvoir justement réutiliser l'eau en des périodes de pénurie. Et je pense que la question est encore revenue dans le chat. Bon, de nouveau, je suis désolé, c'est très difficile de répondre de façon générale à cette question-là et ceux qui travaillent dans les problèmes hydrauliques, dont Patrick, comprendront ma difficulté à répondre euh, à une question aussi générale et qui n'a de solution que locale et que je vais vous donner les exemples de ce qu'on vit en France. Alors, c'est un pays très développé qui justement essaye de résoudre tous les problèmes. Le réchauffement climatique fait que l'accès à l'eau, même en France, est de plus en plus difficile. On a eu, vous avez dû suivre dans l'actualité, des projets de ce qu'on appelle des bassines, hein, c'est-à-dire des réservoirs d'eau de surface qui gardent l'eau de pluie de l'hiver pour que les agriculteurs puissent l'utiliser en été. Donc ça, c'est une solution de faire des bassines, c'est-à-dire des réservoirs artificiels hein, que la nature n'a pas fait. Il y a évidemment les réservoirs de la nature qu'on est très content de trouver, et puis quand la nature n'a pas fait de réservoirs, l'homme les fabrique. Et ça a créé des débats à la fois intéressants, mais parfois surprenants. On détruit la nature, les agriculteurs utilisent de l'eau, donc utilisent aussi des produits chimiques, des engrais. Et donc, il y a eu tout un débat, qui est un débat de pays riche, objectivement, parce que un Africain qui écouterait ces débats, il serait sidéré qu'on puisse raisonner, avoir des débats là-dessus. Et donc,
ces solutions, toujours, doivent être concertées. C'est donc ma réponse pour revenir sur l'Afrique, doivent être concertées avec les populations. Les réservoirs non naturels sont très coûteux. C'est soit un grand barrage sur la rivière, mais il faut des canaux. Il faut des canaux et des tuyaux pour emmener l'eau là où on en a besoin. Soit ce sont des petits réservoirs locaux et dans cette hypothèse-là, ils ne durent pas longtemps parce qu'ils sont trop petits. Donc, c'est un problème de coût-bénéfice. Est-ce que ça vaut le coup? Je répète ce que j'ai dit. Le meilleur réservoir, c'est le sous-sol. C'est le meilleur réservoir naturel qui existe dans le monde. Et le meilleur euh, accès à l'eau, ce sont les forages quand c'est possible. Et là, la régulation, elle se fait d'elle-même. L'eau de pluie s'infiltre et en été, la nappe phréatique baisse. Mais ça, c'est le meilleur réservoir qui existe. Et quand ce n'est pas possible, bah, il faut essayer de trouver des systèmes de réserve d'eau euh, au mieux. Au mieux. Mais je n'ai pas de réponse unique. Je pense qu'il n'y a pas de réponse universelle à cette question. Mais Alors, c'est un sujet évidemment très important. Vous avez raison d'insister là-dessus. Mais il n'y a pas de solution générale. Il y a des solutions locales. alors, avant mon intervention, je pense qu'il y a M. Boukari Karim qui a levé la main. M. Boukari, si vous nous entendez, vous pouvez ouvrir votre micro et votre vidéo également. Oui, merci. Merci beaucoup. Je vous présente toutes mes excuses. Je viens de vous rejoindre et je pense que ce que j'ai déjà entendu me permet déjà de recentrer le débat. Et moi, c'est Karim Boukari. Je suis ingénieur agronome du Bénin. Je suis au nord du Bénin. Et merci à Jean-Patrice pour la présentation. Je voudrais juste aborder cette question de l'eau en posant une interrogation, me poussant un peu à chercher la curiosité à voir. Lorsqu'aujourd'hui, les agriculteurs veulent vraiment cultiver, on constate qu'il y a l'érosion pluviale qui agit et au niveau vraiment des superficies emblavées, on va jusqu'à ce qu'on constate des ruissellements qui viennent vraiment emporter sur leur passage tout ce qui est matière fertile et autres. Donc, au finish, on retrouve vraiment des terres qui sont pauvres. Et par le passé, nous avions adopté des mesures qu'on peut appeler des mesures de conservation des eaux, des sols, mais on a constaté que ces mesures sont vraiment des mesures qui ne sont pas durables. C'est à l'échelle d'une campagne, on constate que bon, ça s'est amélioré, mais une autre vraiment campagne suivante, on constate qu'on revient encore au même et à la même réalité. Et c'était pour moi une question de savoir est-ce que pour ce genre de situation, il peut avoir encore des mesures qu'on peut adopter au-delà vraiment des mesures de conservation qu'on peut utiliser pour les eaux et l'eau plutôt et le sol. Si Jean-Patrice a des exemples, il peut vraiment partager avec nous. Voilà ce que je voudrais dire en prenant la parole. Je vous remercie. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir compris toute votre question. On peut préciser pour tout le monde qui nous écoute bon, que OK. Pour oui? préciser, un exemple, lorsqu'on constate qu'il y a des superficies qui sont vraiment atteintes par vraiment les ruissellements, un exemple de ruissellement où on peut voir l'eau sur son passage a divisé toute la superficie peut-être en deux, où ça fait un trou complètement jusqu'à ce que ça entraîne tout ce qui est matière et fertile jusqu'au bas-fond. Et on constate ça souvent dans des zones où il y a plus vraiment des pentes et par finish, on retrouve vraiment des sols qui sont constitués maintenant des latérites à la longue. Donc, du coup, les producteurs ont l'habitude d'abandonner cette superficie-là à la recherche encore des superficies qui sont vraiment trop fertiles. Voilà que de nos jours, les superficies ne croissent pas, mais plutôt c'est la population qui croît même d'année en année. Donc, on n'a pas le passé adopté
quelques mesures de gestion des eaux et des sols. Comme exemple, on regarde le haut de la pente pour pouvoir faire des diguettes et barrer ou soit réduire la vitesse de l'eau pour que vraiment ça n'agisse pas sur la superficie et dans laquelle vraiment on constate vraiment des ruissellements. Mais au finish, c'est juste pour une année. Cette mesure-là, elle n'est pas vraiment une mesure qui est durable. Et d'année en année, les producteurs se mettent encore à reprendre de même exercice. Donc, est-ce que, selon vous, votre parcours, vous avez vraiment connaissance des mesures qu'on peut aussi utiliser pour vraiment endiguer vraiment ce phénomène-là qui serait vraiment de façon durable? Donc, voilà ma préoccupation. Merci. Alors, c'est une très belle préoccupation. Alors, je fais une précision. Ma présentation était axée sur l'accès à l'eau pour les populations, hein, c'est-à-dire l'eau domestique, ce qu'on appelle l'eau domestique, l'eau de boisson. J'ai parlé incidemment, effectivement, d'eau pour l'agriculture en termes d'utilisation, mais ma présentation était vraiment basée sur l'accès à l'eau des populations. C'est ça mon expérience personnelle, hein, c'est ce qu'on appelle l'eau municipale, c'est l'eau de la ruralité, c'est l'accès à l'eau des populations. Et donc, je ne suis pas, je dois vous l'avouer, un spécialiste de l'eau agricole, même si ça fait partie de mes études, que j'ai étudié ça, et même si je m'y suis intéressé en tant que personne, mais je n'ai pas d'expérience professionnelle là-dessus. Donc, votre question est quand même très précise et très technique. Je vais avouer que je ne sais pas trop y répondre. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vu des situations, hein, particulières. Il y a en fait, vous semblez parler d'un endroit où il y a trop d'eau, dans une période en tout cas donnée. Euh, euh, Moi, j'ai vu des endroits où on faisait des terrains en pente volontairement parce que c'était l'irrigation, hein, par gravité. Et donc là, on fait volontairement mais faire des terrains agricoles dans des zones où il y a de fortes pluies en pente, ça paraît un petit peu curieux, quoi. Et les solutions pour trouver des solutions me paraissent plus complexes. Euh, mais il n'y a peut-être pas possibilité de mettre les terrains agricoles ailleurs. Donc, je ne sais pas bien répondre à votre question pour être franc avec vous. C'est vrai que le ruissellement crée beaucoup de dégâts Bien dans nos sûr. zones agricoles de production. Et merci Jean-Patrice, effectivement. Et en fait, Karim travaille avec les producteurs dans ces zones-là et D'accord. c'est des problématiques qu'ils rencontrent au quotidien. Eux-mêmes essayent d'expérimenter aussi des pratiques agricoles pour ne serait-ce que essayer, hein, de récupérer ou d'exploiter les faibles superficies qui restent, parce qu'il a dit, et c'est très important de le préciser, dans nos zones rurales, les zones fertiles disparaissent de plus en plus. Et donc, du coup, il y a un enjeu de gestion optimale des ressources, qu'elles soient hydriques, qu'elles soient du sol, etc., pour pouvoir développer des pratiques. Et je pense qu'on pourrait, par la suite ou prochainement, inviter aussi des spécialistes de ces questions-là pour continuer le débat. Je vais... Merci En tout cas, à tous. voilà un domaine où j'ai plus à recevoir qu'à donner. Il y a encore beaucoup, il y a encore beaucoup à faire. Et donc, Smaïla qui a levé la main, oui. Si tu le permets, si tu le permets, Oui, oui, avant, oui, Patrick. il y a une question de M. Dieudonné dans le chat. Il a demandé est-ce que c'est avantageux pour un pays de promouvoir les initiatives privées d'investissement dans le domaine de l'accès à l'eau potable? C'est la question de M. Dieudonné. Et quoi? Alors, la question, c'est l'avantage ou pas l'avantage de faire appel au secteur privé, c'est bien, j'ai bien compris? Je crois que c'est bien ça. Alors, là aussi, on pourrait en parler des heures, mais en très bref, on l'a dit tout à l'heure, le secteur privé, je préfère parler de secteur spécialisé d'ailleurs que privé. Il se trouve que ce sont des sociétés privées, mais c'est le secteur spécialisé. Donc, c'est toujours bien de faire appel à un secteur spécialisé, des entreprises qui ne travaillent que sur ces sujets-là, parce qu'elles ont des savoir-faire, elles ont accumulé des bonnes pratiques, donc elles vont beaucoup plus vite
que les gens localement, même si elles utilisent, d'ailleurs, les ingénieurs sont les mêmes, hein, je le répète, mais ils ne travaillent pas dans la même ambiance, les ingénieurs techniciens sont les mêmes. Donc, le premier point, c'est l'avantage de l'accès aux technologies et au savoir-faire, qui sont beaucoup plus formels, nombreux, dans les secteurs, dans les sociétés spécialisées qu'ailleurs. Ça, c'est le premier point, c'est l'aspect technologie. Le second point, c'est l'aspect efficacité. Quand c'est un service public, même si ce sont de très bons ingénieurs, et il y en a dans le service public des très bons ingénieurs et des très bons techniciens, la pression sur l'efficacité de gestion est moins grande. Le maire demande à la société de recruter son fils, les gens disent oh, bah, pour les travaux, donc il y a des considérations émotives qui sont supérieures le secteur privé raisonne de façon beaucoup plus rationnelle, par construction, et donc l'efficacité de la gestion est généralement supérieure. Alors, ce n'est pas une panacée, hein. De temps en temps, il y a des sociétés privées qui gèrent mal, et de temps en temps, il y a des sociétés publiques qui gèrent très bien. Mais en général, et puis, cette concurrence, ça, je l'ai vu en France. En France, il y a à peu près la moitié de la population qui est desservie par des sociétés privées, la moitié par des sociétés publiques. Quand une société publique voit ce que fait son voisin dans la ville voisine, secteur privé, ben, ils essayent de faire aussi bien. Et donc, c'est une motivation, un booster de l'amélioration du service public par le service public qui est en concurrence, qui voit la concurrence arriver dans une autre ville, se dit bah, moi aussi j'ai envie de bien faire. C'est un peu comme un championnat de foot. Quand vous jouez au foot, bah, vous essayez de faire aussi bien que l'équipe adverse. Et donc, c'est cette concurrence qui fait du bien, et cette concurrence, elle n'est pas que entre les sociétés publiques, elle est aussi entre le secteur privé et le secteur public qui a envie, le secteur public qui a envie de faire aussi bien que le secteur privé, et donc qui s'améliore. Et puis le dernier point, c'est l'accès aux investissements. Le secteur privé a des fonds propres, a des moyens de discuter avec des banques, de faire venir des investisseurs. Une banque prêtera plus facilement une société internationale qui a les moyens de rembourser qu'à une société locale qui peut avoir des difficultés à rembourser. Donc, c'est ces différents aspects. Mais je répète, ce n'est pas la panacée. Il ne faut pas croire que le secteur privé, c'est tout résoudre. Hein, mais c'est bien dans un pays d'avoir un petit peu du secteur privé et du secteur public. Voilà. Donc, c'est un pays qui n'en aurait pas, c'est bien qu'il invite une fois pour voir le secteur privé à voir ce qu'il fait. Mais encore une fois, il ne faut pas rêver, le secteur privé ne sait pas tout faire. Hein. Il ne fait que sous l'impulsion du politique. Et c'est le politique, à la fin des temps, qui décide de tout. Je pense qu'à la suite de Jean-Patrice, je ne peux que donner la même approche de réponse. À partir du moment où l'eau appartient à l'État, d'accord, il n'y a que l'État qui puisse déléguer au secteur privé qui dispose d'un certain nombre de moyens, aussi bien moyens financiers, moyens techniques et des ressources humaines qualifiées pour pouvoir impulser cette dynamique dans la gestion des ressources en eau. Donc, on revient à dire qu'il n'y a que les deux qui puissent travailler de commun accord pour satisfaire l'accessibilité de l'eau aux différentes populations. J'ai voulu, en sollicitant M. Soumaïla, il avait levé la main. Je ne sais pas s'il est encore en ligne. Si M. Soumaïla est en ligne, vous pouvez bien ouvrir votre micro et poser votre question. Oui, bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien, qu'il ne se illustre pas la manière dont je peux dire l'émission se déroule. Eh bien, je t'envoie un bonjour et j'envoie aussi un bonjour à l'orateur et au modérateur. Je faisais une analyse depuis et à chaque fois que notre orateur répond, je me retrouve par rapport à ce que je pense, par rapport aux questions que je me pose. Mais ce que je voulais avoir son impression par rapport à ce que la religion, parce qu'il avait parlé de vision émotionnelle,
rationnelle et politique. Donc, par rapport à la vision émotionnelle, je voulais savoir quelle impression il fait de ce que la religion apporte comme effort dans l'accès à l'eau. Est-ce qu'ils ont essayé d'avoir des statistiques par rapport à ça? Maintenant, en milieu rural, nous constatons que la plupart des forages que les gens font au nom de la religion dans des communautés qui sont vraiment sensibles et qui ont vraiment besoin de l'eau, on constate que cette eau-là, au fur et à mesure qu'elle est utilisée pour la mosquée, les maisons environnantes aussi l'utilisent. Et là, je descends sur le volet politique. Est-ce qu'il ne faut pas que, après que des gens sont venus installer des forages au nom de la religion, que l'État essaie en ce même temps d'enregistrer ces forages-là pour, comme des actifs, pour essayer d'en faire une bonne gestion, de telle sorte qu'à partir de cette mosquée-là, que l'eau-là ne soit pas gratuite dans le but où dans 2 ou 3 ans, cette même mosquée arrive à faire des forages dans d'autres milieux pour perpétrer cette tradition-là. Donc, je voulais avoir un peu l'impression de notre orateur par rapport à ce que la religion fait selon l'accès à l'eau. Voilà. Alors, quand j'ai parlé en introduction, merci de le rappeler, de l'aspect émotif, c'est-à-dire un ressenti de chacun, l'eau est nécessaire à la vie, et puis j'ai dit que toutes les religions en parlent. Quand on lit le Coran, quand on lit la Bible, quand on lit quand on lit les religions hindoues, tous les écrits parlent, les poètes parlent de l'eau, etc. Donc, j'ai voulu dire que c'est un sujet émotionnel. Votre question, elle est plus politique finalement. Je ne sais pas ce qui se passe dans les mosquées. Vous avez l'air de dire qu'il y a des mosquées qui font des forages et qui, du coup, deviendraient, si j'ai bien compris votre question, gestionnaires de ce forage et décideraient de ce qu'on en fait. Là, on entre dans, à mon avis, on sort du problème religieux et on entre dans l'accès à l'eau pour tous. Ce qu'il faut dire sur l'eau pour tous, je l'ai dit plusieurs fois, l'eau est un bien commun. Elle est un bien commun d'abord parce qu'elle tombe du ciel et on ne sait pas qui nous l'envoie. On peut penser que c'est Dieu, peu importe. Elle appartient à tout le monde puisqu'elle tombe du ciel au départ. Et donc personne ne peut se l'approprier au moment où elle tombe. Et donc c'est pour ça que c'est un bien commun qui est à distinguer d'un bien public. Un bien public appartient à une entité publique, l'État, une collectivité locale. Donc à partir du moment où l'eau, j'ai dans mon jardin un forage pour arroser mon jardin, j'en fais ce que je veux, mais je n'ai pas le droit de la vendre à quelqu'un d'autre. Hein, c'est-à-dire c'est un usage privé. Je n'ai pas le droit de la vendre à quelqu'un d'autre parce que j'en ferai commerce et je ferai donc commerce d'un bien commun. Et ça, je n'ai pas le droit de le faire. Pas le droit d'aller voir un voisin en lui disant je te vends l'eau. On peut aller voir un voisin pour lui dire on partage le prix du forage et on se partage l'eau, mais ça, c'est autre chose. Donc, on n'a pas le droit d'en faire commerce. On ne peut pas faire commerce d'un bien commun. Donc, dans le cas de la mosquée que vous citez, je ne sais pas si la mosquée le fait pour le bien de ses fidèles, si elle en fait commerce. Donc, je n'ai pas assez de détails pour vous dire s'ils ont bien raison de le faire. Vous savez, quelqu'un qui fait un forage, c'est tant mieux parce que ça apporte de l'eau à quelqu'un. Mais personnellement, je ne vois pas l'aspect religieux dans votre propos. Je vois l'aspect de la communauté religieuse, mais je ne vois pas d'aspect religieux dans cette chose-là. Donc, cette communauté religieuse, il se trouve que ce sont des mosquées. Que fait-elle de l'eau? Moi, je ne le sais pas. Je ne peux pas vous dire. Je trouve bien qu'une mosquée fasse un forage. Ça, c'est un point positif. Après, ce qu'elle en fait, c'est à vous de juger, quoi. Est-ce qu'elle le distribue à tout le monde? Est-ce que quelqu'un qui n'est pas musulman peut aller chercher cette eau-là? Si la réponse est non, c'est un petit peu limite parce que c'est une discrimination.
Si elle met cette eau à disposition de tout le monde, ben, je trouve ça très bien. Donc, je ne sais pas bien, monsieur, l'usage que fait la mosquée dans votre question, et donc je ne sais pas bien y répondre. Alors, Jean-Patrice, je vais essayer une approche par rapport à la préoccupation de M. Smaïla. Déjà, c'est partie de l'historique, surtout ici chez nous, Bénin, principalement dans les régions du Nord. Il y a la religion musulmane qui construit beaucoup de forages pour la communauté. Ce n'est pas que pour la communauté musulmane. Une fois que le forage est érigé, souvent c'est érigé à proximité ou à l'intérieur d'une mosquée. Toujours est-il que les ménages ou les populations environnantes peuvent bénéficier de cette eau-là. D'accord? Donc, il ne s'agit pas ici d'un forage uniquement pour la communauté musulmane, quand bien même. C'est la région musulmane Andrif qui a érigé ce forage-là. D'accord? Alors, la préoccupation, si j'ai bien compris, de M. Smaïla, c'est de savoir si l'État a un droit de regard sur ces forages qui ont été mis en place, implantés. Je crois que par le passé, ce n'était pas chose effective, quand bien même il y a un décret qui oblige à ce que pour l'implantation de quelques forages que ce soit, qu'il y ait une autorisation qui soit délivrée par l'État central, que ce soit un forage privé, que ce soit un forage public ou que ce soit un forage supra-public du Griffe. Il est demandé à ce que l'État délivre une autorisation avant que ce forage soit mis en œuvre. D'accord? Il y en a qui font recours à l'obtention de cette autorisation-là. Il y en a qui ne font pas recours, en comprenant bien que les formalités administratives ne sont pas souvent faciles à gérer quand il s'agit de réaliser des travaux d'une certaine envergure. Mais je peux dire, répondre à M. Smaïla que depuis que l'État a délégué la gestion des ressources en milieu rural à des entreprises privées, il y a une certaine régulation qui se fait, surtout pour les forages d'utilité publique, quand il s'agit d'implanter ces forages-là, et que l'opérateur qui a pris la délégation est déjà présent dans la zone, l'État ou l'institution qui s'occupe de délivrer cette autorisation-là renvoie les propriétaires ou ceux-là qui veulent implanter ces forages-là auprès de l'entreprise déléguée pour voir dans quelle mesure pourront faciliter l'accessibilité de l'eau pour leurs usages. Je crois que c'est ce qui se fait actuellement, quand bien même ce n'est pas mis en pratique de façon correcte. Il y a encore quelques résistances, mais je crois que dans les années ou dans les mois à venir, tout ça là sera bien cadré pour que quand il s'agit d'un forage public pour la communauté, quand, par exemple, il y a un opérateur qui est présent dans la zone dans laquelle il doit être mis en œuvre, on les envoie vers l'opérateur privé qui s'occupe d'assurer la distribution de l'eau dans la zone pour que cela soit fait. Je ne sais pas si à M. Smaïla, on a répondu à sa question. S'il est encore en ligne, il peut toujours vous apporter. Oui, je suis en ligne. Je me retrouve un peu dans vos éléments de réponse. Seulement que ma question voulait que monsieur l'orateur puisse élucider un peu la synergie qui devait exister entre ces trois piliers-là, ces trois visions-là. Alors, dans ma présentation, je vous ai indiqué à un moment donné, vers la fin, en conclusion, qu'il fallait que la réglementation existe, mais j'ai précisé qu'il ne faut pas qu'elle soit trop complexe. Que quand la réglementation est trop complexe, ça bloque les choses. Il faut aller chercher l'autorisation A, il faut aller chercher l'autorisation B,
qui se contredisent les unes les autres. Donc, je vais vous donner l'exemple de la France. Je vous ai dit tout à l'heure, dans mon jardin, j'avais un forage. En France, vous n'êtes pas obligé de déclarer un forage tant qu'il ne fait pas, je ne me souviens plus de la quantité, mais plus de tant de mètres cubes par jour. Parce qu'on se doute qu'un forage qui fait plus de tant de mètres cubes par jour, vous allez en faire commerce. Et si ça fait moins de tant de mètres cubes par jour, donc c'est une réglementation extrêmement simple. J'ai fait un forage, j'ai eu besoin de demander l'autorisation de personne. Et donc, si j'avais fait un forage qui fait 10 fois le volume et que je vendais, j'aurais pu le faire, mais évidemment, à un moment ou à un autre, je vais être dénoncé et le gouvernement va venir derrière. Donc, le gouvernement ne vient pas avant, il vient après. Et ce qui fait que ceux qui ont besoin d'un forage se le font pour leur truc privé et ceux qui n'ont pas besoin de forage ne le font pas. Et puis, l'industriel qui a besoin de beaucoup d'eau, lui, parce qu'il fait plus de tant de mètres cubes, il demande une autorisation. Un industriel automobile qui a besoin de beaucoup d'eau, il demande l'autorisation de l'administration parce qu'il ne faut pas qu'il vide la nappe phréatique. Il faut qu'il se la partage avec les usages d'eau potable. Donc, il faut que les réglementations soient simples et applicables. Parce que si on commence à faire des réglementations, je vous incite vraiment à chaque fois que la réglementation, et j'ai quand même remarqué que souvent en Afrique, les réglementations sont complexes et du coup, les projets sont bloqués. Je vous supplie de faire du lobbying pour que les réglementations soient simples et justes, quoi. Et donc, moi, je ne connais pas, Patrick a rappelé les éléments réglementaires. Si la mosquée, elle est dans ces éléments réglementaires, elle fait son rôle. Et si elle n'est pas dans ces éléments réglementaires, faut qu'elle change faut qu'elle change quelque chose. Donc, c'est la réponse à la question, c'est, Soumaïla, c'est est-ce que la mosquée respecte la réglementation ou pas, quoi. Et moi, je ne sais pas répondre à cette question. Je vous ai dit, ça me paraît bien qu'une mosquée, si elle a envie, fasse un forage, mais il ne faut pas que l'eau, pour moi, quand il y a discrimination, c'est pas bien. En France, vous avez une grande organisation de charité qui est catholique, les Emmaüs, mais Emmaüs, ils donnent des vêtements. Il n'y a pas besoin de démontrer qu'on est catholique pour avoir ces vêtements-là. Ils interviennent auprès des pauvres et n'importe quel pauvre, qu'il soit musulman, catholique ou athée, a le droit à cet accès-là. Donc, ce qui m'embêterait, c'est qu'il y ait une discrimination. Et s'il n'y a pas de discrimination, je trouve ça très bien. Ok, merci. Il n'y a pas de discrimination. Donc, oui. Ok, merci, M. Soumaïla, pour la question. Non, mais c'est une question intéressante, effectivement. Très intéressante, on pourra l'approfondir parce qu'elle est vraiment intéressante, cette préoccupation-là. Oui. Et ça mérite à ce qu'on l'approfondisse et qu'on retienne des approches de solutions. Est-ce qu'on peut continuer, M. Soumaïla? Oui, on peut continuer, je suis satisfait. Merci à l'orateur. Merci. Alors, Jean-Patrice, il y a Abid Diaye qui a posé deux questions. Ma question est de savoir les techniques de distribution et de consommation de l'eau potable pour les pays, soit à l'abri de l'insécurité alimentaire. Donc, je pense qu'il veut dire, sont-elles à l'abri de l'insécurité alimentaire? Et une deuxième question, est-ce que l'eau provenant dans les forages sont souvent propres à la consommation? Bon, je ne suis pas sûr d'avoir compris la première question. La deuxième question, je l'ai dit tout à l'heure, l'eau des forages est nettement supérieure en qualité dès le départ aux eaux de rivière. Les eaux de rivière, il faut systématiquement les traiter. Les eaux de forage, il faut parfois les traiter, mais parfois non. Il y a de l'eau de forage où vous ajoutez 2 gouttes de chlore et ça y est, c'est bon, quoi, c'est parti. Donc, l'eau de forage est nettement supérieure et c'est pour ça que les gens préfèrent toujours les systèmes. Quand il y a de l'eau, c'est plus simple de traiter. C'est beaucoup plus facile quand il faut la traiter, de traiter l'eau des forages. Donc, ça, c'est une généralité. Il faut regarder localement, mais c'est une généralité. Il faut toujours préférer l'eau de forage à l'eau de rivière. Elle est moins coûteuse à traiter. Alors, la première question, je n'ai pas bien compris. Vous pouvez la répéter? Peut-être pour faire une précision, parce qu'on était en train de parler des enjeux de l'agriculture. Est-ce que, Jean-Patrice, il y a un lien entre la distribution de l'eau et la sécurité alimentaire en Afrique? Il y a nécessairement un lien. Ça va de soi parce qu'il n'y a pas d'agriculture sans eau, alors que ce soit de l'eau naturelle ou de l'eau d'irrigation.
donc sécurité alimentaire, bien sûr qu'il y a un lien avec l'eau. On peut organiser la sécurité alimentaire là où il n'y a pas d'eau, mais c'est beaucoup plus difficile à l'organiser que là où il y a de l'eau. Euh, alors, est-ce que c'est un lien statistique? C'est peut-être ça la question. Euh, je ne sais pas. Il faudrait le regarder de façon précise, mais il me semble intuitivement que oui. Si on regarde la carte tout à l'heure de l'accès à l'eau buvable, à l'eau de qualité améliorée, ça recoupe certainement les statistiques sur la sécurité alimentaire. Je pense qu'il y a un lien, mais je ne sais pas répondre en chiffres. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est assez passionnant et intéressant, toutes les discussions. On a largement passé le temps prévu. Et donc, je ne sais pas s'il y a encore des questions ou des interrogations, mais c'est toujours intéressant d'arrêter à un moment. Si vous êtes d'accord, on pourra continuer les échanges par ailleurs ou se donner de prochains rendez-vous. Franchement, merci à tous pour l'attention et pour la disponibilité. C'est un sujet d'autant important que la majorité des participants, vous êtes restés jusqu'à la fin. Et je vais laisser Patrick clôturer et puis voilà. Alors, merci, José. Effectivement, c'est un sujet assez intéressant. Et je pense que on ne peut que demander, nous excuser auprès des différents participants qui n'ont pas pu poser leurs différentes questions. Mais étant tenu par l'heure, nous sommes obligés d'arrêter cet échange-là, quitte à ce qu'on puisse organiser d'autres webinaires pour pouvoir toucher entièrement cette question-là. C'est le lieu de remercier Jean-Patrice qui nous a partagé ses expériences, qui nous a expliqué de long à large. Quand même, il n'a pas eu le temps de dépêcher toute la question. Il a quand même partagé la majorité des préoccupations et répondre à la majorité des préoccupations des différents participants. C'est le lieu de lui dire un sincère merci. Et nous remercions également l'ONG Cristal Agro qui a eu l'ingénieuse initiative d'organiser ce webinaire qui nous instruit un peu plus sur les enjeux de l'eau en Afrique, qui sont quand même des enjeux cruciaux et l'eau reste un sujet pour tout le monde, un sujet d'actualité. On ne peut pas, en débattre, ça reste un sujet de tous les jours, tous les jours. Je garde, je voulais répondre en tant à Ndiaye, mais je pense qu'on aura l'occasion de répondre à sa préoccupation encore. Merci. Merci à vous. J'étais très content. Je suis de la génération qui sort, compte tenu de mon âge. Vous êtes la génération qui va gérer toutes ces difficultés dans le futur. Et je suis très heureux de partager ma maigre connaissance du sujet. Et je vous souhaite à tous bonne chance et à votre disposition pour d'autres séminaires liés à l'eau. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Patrice. Comme tu sais, on a l'habitude de se le dire, nous, on milite pour la transmission entre les générations. Donc, je te considère toujours comme jeune et c'est toujours un plaisir d'avoir des échanges avec nous. Et donc, pour clôturer, c'est vrai qu'il y a encore environ 14 participants. On souhaiterait garder une photo. Et donc, pour ça, il faudrait que chacun puisse allumer sa caméra. Pour tous ceux qui sont encore là, et on va prendre une capture d'ensemble qui pourrait être comme un souvenir de ce jour, si vous voulez, bien sûr. Et donc, oui, j'ai lu la proposition de créer une plateforme WhatsApp. Ça va se penser. Ici, il y a quand même la majorité des volontaires qui travaillent avec nous, qui pourront s'occuper de cette question. Et comme on a tous vos coordonnées, si un groupe WhatsApp est mis en place, vous pourrez être ajouté facilement. Merci. Donc, allumez vos caméras, s'il vous plaît.
Nangani, c'est le plafond qu'on voit. On aurait souhaité vous voir. Merci. Philippe, Abindiaï, Moumouni, Boukari Stéphie, on vous attend. C'est vrai qu'on n'a pas entendu Abi, mais on aura d'autres occasions de vous entendre. Je pense que vous êtes au Sénégal. Tout le monde, n'hésitez pas, vous pouvez ouvrir les micros maintenant. J'attends Karim, Boukari et Stéphie. Pour garder cette capture qu'on pourra retrouver du coup sur nos réseaux. Alors, je crois que Karim, il y a Adé aussi, on attend. Voilà, Monsieur Karim, merci. Il y a Monsieur Adé. oui, c'est bon. Stéphie, OK. Donc, oui, en fait, Philippe a 2 comptes, donc c'est bon. Il restait Stéphie et Nekwa. Mais si vous ne pouvez pas allumer, il n'y a pas de souci aussi. On va prendre déjà ceux qui sont là. Je pense qu'on peut y aller. Et c'est bon. Merci. Alors, Je merci. pense... Merci à tout le monde. Oui, José, tu peux y aller. Juste pour précision, on s'est donné rendez-vous et merci à ceux qui ont pu honorer le rendez-vous. Ceux qui ont eu des empêchements, les discussions ont été enregistrées et donc pourront être prochainement sur la page YouTube de l'organisation ainsi que sur les différents réseaux sociaux. Les liens seront partagés avec vous également par mail si vous souhaitez resuivre ou diffuser plus largement auprès de vos communautés. J'espère que pour de prochains rendez-vous, vous serez également à nos côtés pour continuer les échanges sur d'autres sujets ou sur les questions de l'eau. Merci. Merci. Donc, oui, c'est la fin. Merci. Ouvrez les micros, criez comme vous voulez et ce sera une manière de se dire au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Bye. Merci.